Alors, je vais parler donc debout, alors que d'habitude je parle assis. Donc, veuillez m'excuser si je suis un peu perturbé. Alors, aspect récent de la jurisprudence. Alors, je vais vous dire des choses nécessairement synthétiques. Jean-Luc Sauron m'a expliqué que nous aurons le bonheur de pouvoir être publiés de sorte que le travail écrit donnera toutes les références qui s'imposent sur ce que je vais dire en quelques minutes. Alors, aspect récent de la jurisprudence Altmark. Le titre peut être trompeur, parce que je ne prétends pas que je vais découvrir des mutations de la jurisprudence Altmark, des remises en cause de la jurisprudence Altmark. En revanche, je vais même dire qu'il me semble que les aspects récents de la jurisprudence Altmark établissent qu'elle est assez stable, cette jurisprudence, et qu'elle est stable dans son utilité comme dans son ambiguïté constitutionnelle, j'allais presque dire. Alors, y a-t-il eu un fabuleux destin de la jurisprudence Altmark? En tout état de cause, son destin est bien intéressant pour beaucoup de raisons. Alors, je dirais que à l'origine, donc nous avons cet arrêt de grande chambre de 2003, et qui est rendu d'ailleurs aux conclusions contraires de l'avocat général. Et cet arrêt est un arrêt qui illustre les notions aujourd'hui utilisées notamment par l'OCDE, la consécration de l'OCDE, qui est la notion de neutralité concurrentielle. Et quid de la neutralité concurrentielle, c'est-à-dire que effectivement les opérateurs économiques ne doivent être dans des situations normales sur le marché sans que des avantages non justifiés viennent perturber cette situation supposée normale, et spécialement l'opérateur public, la neutralité concurrentielle vis-à-vis de l'action de l'administration et vis-à-vis notamment des services d'intérêt économique général, pour nous Français, les services publics à objet économique qui sont essentiellement industriels et commerciaux, mais qui peuvent être aussi des services publics administratifs. Alors, cette jurisprudence Altmark, vous le savez, a en réalité entendu préciser les cas dans lesquels, en réalité, l'intervention publique, à préciser, l'intervention publique sur le marché dans le cadre d'un SIEG, avec un soutien à une certaine activité, ne saurait, en tout état de cause, constituer une aide d'État et n'entre pas donc dans les prévisions de l'article 107 TFUE. Alors, cette jurisprudence est une jurisprudence d'exclusion, donc de ce point de vue, mais on ne peut pas la présenter forcément comme une jurisprudence de protection, une prérogative de la puissance publique qui n'est pas que des prérogatives d'action, mais des prérogatives de protection, puisqu'en réalité, c'est bien l'idée de constater que dans les occurrences visées par l'arrêt Altmark, la situation normale de marché justifie des compensations des obligations de service public dans le cadre d'un service économique d'intérêt général. Alors, comme vous le savez, cette jurisprudence Altmark obéit à un test Altmark, qui, le droit européen est plein de tests, et donc c'est le test Altmark, c'est-à-dire que là, s'agissant d'un SIEG, une compensation ne constitue pas une aide d'État si elle ne fait que compenser les coûts nets liés à l'exécution de telles obligations de service public. Plus précisément, la Cour a défini 4 conditions qui doivent être remplies pour démontrer que des compensations de SIEG, mais soyons plus précis, d'obligations de service public, ne constituent pas des aides d'État. Je me permets de vous les rappeler. Premièrement, l'entreprise bénéficiaire doit effectivement être chargée de l'exécution d'obligations de service public et ces obligations doivent être clairement définies. Deuxièmement, les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation doivent être préalablement établis de façon objective et transparente afin d'éviter qu'elle comporte un avantage économique susceptible de favoriser l'entreprise bénéficiaire par rapport aux concurrents. Troisièmement, la compensation ne saurait dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, en tenant compte, nous dit-on, des recettes relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable. Et le meilleur pour la fin,
Quatrièmement, lorsque le choix de l'entreprise chargée de l'exécution d'obligations de service public n'est pas effectué dans le cadre d'une procédure de marché public, il faut comprendre en réalité une procédure de sélection de l'opérateur concerné qui est des degrés suffisants de publicité et de mise en concurrence, et notamment les marchés publics au sens strict des directives européennes, permettant de sélectionner le candidat capable de fournir ses services au moindre coût pour la collectivité. Donc si j'ai cette procédure, ça va. Sinon, on doit se référer à quelque chose qu'on connaît bien en droit de la concurrence, donc l'entreprise de référence, celle qui serait l'entreprise idéale sur un marché idéal en situation normale, une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée des moyens nécessaires. Donc cette entreprise quels sont les coûts qu'elle aurait encourus pour exécuter les obligations de service public en cause, en tenant compte des recettes relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations. Alors, il faut que les 4 conditions soient remplies, ce sont des conditions cumulatives. Et on voit bien que la Cour de justice a consacré, c'est un arrêt, on peut dire, de droit du service public, a consacré une spécificité du service d'intérêt économique général dans ce cas, mais naturellement, elle a veillé à ce qu'il soit strictement encadré. L'un des arguments de l'avocat général Léger étant de dire qu'on avait, aujourd'hui l'article 106, et qu'on pouvait faire un test de proportionnalité pour décider si l'avantage était admissible compte tenu des nécessités de la mission relative d'intérêt économique général et d'obligation de service public. Or là, c'est différent, la Cour va plus loin puisqu'elle dit dans ce cas-là, il n'y a pas d'aide. Nous sommes dans une situation, c'est donc bien un arrêt de neutralité concurrentielle, mais qui en même temps consacre la spécificité des services d'intérêt économique général, qui sont une valeur de l'Union, c'est dans le traité et c'est dans la charte des droits fondamentaux. Alors, on s'aperçoit que dans la situation, si on prend la situation récente, donc les arrêts de la Cour de justice et les arrêts du Conseil d'État, des cours administratifs d'appel, des jugements de tribunaux administratifs, que peut-on dire si l'on observe prétentieusement l'ontologie de la jurisprudence Altmark, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un SIEG, qu'est-ce que c'est qu'une obligation de service public, et deuxième élément, très rapidement donné, la phénoménologie de l'arrêt Altmark, c'est-à-dire, mais concrètement, ces 4 conditions, comment sont-elles respectées? Alors, du point de vue de l'essence de la jurisprudence Altmark, ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit dans divers arrêts récents du tribunal, et aussi d'arrêts internes. Encore une fois, les références seront données de façon écrite, c'est qu'il y a un aspect qui est extrêmement intéressant, c'est que certaines décisions, notamment du tribunal, posent la question suivante. Concrètement, pour appliquer Altmark, qu'est-ce que c'est qu'un SIEG? Alors, la plupart du temps, on sait bien que les États membres ont un pouvoir discrétionnaire. Ça ressemble, passez-moi l'expression, à la conception française, l'activité de Duguy, l'activité d'intérêt général prise en charge par l'autorité publique. Mais comment est-ce qu'il y a une limite objective? Et cette limite objective, dans certaines décisions récentes, tiennent à la notion de défaillance de marché. Or, du point de vue de la jurisprudence française, la défaillance de marché, appelée carence de l'initiative privée, est une condition importante, certes, mais parmi d'autres, qui peut justifier le service d'intérêt général. Alors, le fait est qu'il ne faut pas peut-être se donner trop d'inquiétude sur ce point, parce que quand on regarde les arrêts récents, on est bien conscient qu'un petit peu comme en France, tout dépend de l'activité. La télévision, ça n'est pas la même chose que le logement social. Le logement social, la jurisprudence européenne récente nous dit, je ne vois pas, il n'y a pas de problème pour que ce soit une obligation de service public. La télévision, il faut regarder de près. Alors, il y a une autre question sur laquelle il ne faut pas se tromper, des activités liées à l'entreprise, à l'environnement et à la santé publique, les fameux déchets animaux, équarrissage, etc., ont posé la question avec l'arrêt Gémeaux, et il y a eu des arrêts récents du tribunal, de savoir, mais est-ce qu'on ne remet pas en cause radicalement, on s'est posé la question dès 2003, l'arrêt Altmark en disant, oui, mais enfin, quand des entreprises bénéficient d'un service public gratuit, ou quasiment gratuit, est-ce que,
par voie de rayonnement, je ne suis pas dans une aide alors même que j'aurai l'application de la jurisprudence Altmark. Or, c'est confirmé, c'est lié à des questions liées à l'environnement et à la santé publique et au principe pollueur-payeur qui a été étendu à la santé publique. Donc ce sont les arrêts qui ont été rendus récemment en matière donc de réserve des déchets en cas d'épisodie du tribunal. Alors il y a la question donc en fait de ce qu'est l'essence par rapport au SIEG. L'autre question, c'est moins ontologique, mais qui est quand même présente, c'est de savoir, mais comment je concilie Altmark avec les autres possibilités d'admissibilité des aides pour un service d'intérêt économique général impliquant des obligations de service public. Alors, il est très intéressant de constater, me semble-t-il, que la jurisprudence Altmark a été une jurisprudence qui en elle-même a été une création de sources normatives ou quasi-normatives. C'est-à-dire que comme finalement c'est une jurisprudence un peu de luxe, qui n'est appliquée que dans certains cas, et bien souvent elle est rejetée, mais elle n'est pas rare parce que, avec la procédure de marché public, les délégations de services publics, les marchés publics ont passé le test dans un certain nombre de cas d'Altmark. Mais cependant, il ne faudrait pas la comparer avec ce que le professeur Chaput a appelé comme jurisprudence de luxe, la responsabilité de la loi. Hein, il pensait toujours, on n'en parlait jamais, bon, il y a la responsabilité de la loi, mais on ne la reconnaît pas. C'est qu'en réalité, ce que l'on constate, c'est que du fait d'Altmark, on a dû affiner, et pas forcément au détriment du SIEG, les situations de compensation légitime par rapport au marché, toujours dans cette idée de neutralité concurrentielle. Et notamment, il y a eu les différents paquets donc, liés donc ceux notamment les de 2011 et 2012, dans lesquels vous avez des communications, des décisions qui sont du droit ou du quasi-droit produit par la Commission et qui permettent, alors qu'on n'a pas 100% d'Altmark, d'obtenir une reconnaissance de licéité de l'aide. Évidemment, c'est différent d'Altmark, puisque là, Altmark, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de notification. Mais les paquets aussi permettent, dans certains cas, des absences de notification. Par ailleurs, le tribunal a confirmé ce que l'on savait depuis un certain nombre d'années, c'est que, en effet, il faut bien faire une distinction, et ça me conduit à la phénoménologie, une distinction entre Altmark et le test de proportionnalité de l'article 106 qui rend admissibles les aides, les compensations de services publics qui sont en quelque sorte, alors évidemment si on est plus concurrentialiste, on va dire qu'ils s'opposent absolument à la mission du service public, si on est entre guillemets plus publiciste, on va dire qu'ils sont nécessaires à son bon fonctionnement. Et le tribunal a bien rappelé qu'il fallait bien faire une distinction entre Altmark et les critères de l'article 106, tout en disant, mais bien entendu, que les critères se ressemblent, puisqu'en dernière analyse, il faut une analyse objective, réaliste et raisonnée des calculs de compensation, mais on n'est pas dans la même situation. C'était l'un d'ailleurs des arguments de M. Léger qui disait, mais on fera le test de proportionnalité. Alors, en ce qui concerne la phénoménologie de l'arrêt Altmark, qu'est-ce que l'on peut constater? On peut constater qu'en effet, dans un certain nombre de cas, on n'accepte pas, la Cour de justice ne reconnaît pas l'existence d'Altmark, spécialement à cause de la quatrième condition, pas la seule, mais la quatrième, où vous avez, rappelez-vous, la sélection par procédure de marché public, ou alors la comparaison de coûts de bénéfices avec l'entreprise de référence moyenne qui aurait organisé, à qui on l'aurait confié notamment par exemple la gestion du service public. Alors ça c'est extrêmement intéressant parce que, si vous voulez, ce que l'on peut affirmer, ce que Altmark vit bien pour les marchés publics et les délégations de services publics et les concessions de services publics. Altmark a été, à partir de 2012, dans divers arrêts du Conseil d'État, consacré par référence expresse à l'arrêt Altmark pour des délégations de services publics, des concessions de travaux publics. Sauf erreur de ma part, c'est la Cour d'appel de Paris en 2010 qui, la première fois, s'est référée, et ça a été confirmé en 2013 par le Conseil d'État, pour une délégation de services publics en matière de transport routier, s'est référé à l'arrêt Altmark. Donc on peut dire que l'arrêt Altmark vit sa vie
vis-à-vis des opérations contractuelles ou contractualisées. Il peut vivre sa vie aussi en cas de décision unilatérale d'octroi du service public, du moment que la décision unilatérale obéit à une procédure de publicité et de mise en concurrence suffisamment développée. Alors, en revanche, c'est vrai qu'en dehors de ces situations, c'est plus rare. Vous avez un arrêt Izipay de la Cour, encore une fois je vous donnerai les références. Il semble bien que la Cour pense que il est possible que la prise en charge du paiement de pension puisse être considérée éventuellement comme de l'arrêt Altmark, quand on voit la réponse qu'elle a fait à la question préjudicielle. Donc on pourrait avoir un cas, mais en tout état de cause, il faut conserver l'idée suivante. On n'a pas besoin de sauver le soldat Altmark, parce que ce soldat Altmark, il est comme une sorte de surplomb. Il est la face cachée, je ne veux pas dire de l'iceberg, parce qu'il est positif. Il est la face cachée de quelque chose qui est, de toute façon, la conciliation des règles de concurrence avec les règles d'intérêt général. Alors je m'exprime à la façon française, l'intérêt général, c'est pas que le service public, mais il y a le service public, et il irradie les paquets normatifs qui ont été donnés, les premiers et les seconds en la matière, et en même temps, on observe que, notamment dans des arrêts récents du tribunal qui confirment, qui font presque une grande leçon d'orthodoxie Altmark, eh bien, qu'est-ce que l'on constate? On constate qu'en réalité, grâce à Altmark, cela conduit le juge à en réalité approfondir son analyse et justifier les distinctions qu'il y a entre ce qui n'est pas Altmark, ce qui est Altmark, qu'est-ce que c'est que l'article 106, etc. Autrement dit, l'arrêt Altmark, c'est comme un surmoi du droit des aides lorsqu'est concerné le service d'intérêt économique général. L'arrêt Altmark est un arrêt qui, en réalité, oblige à affiner les questions, y compris pour l'application des règles des paquets, normatives ou quasi-normatives, ou pour le test de proportionnalité de l'article 106. Encore une fois, par écrit, vous aurez tous les arrêts qui peuvent s'inscrire dans cette démarche. Donc, je maintiens ce que j'ai dit. L'arrêt Altmark est là. Il est stable dans sa complexité. Est-ce que cette complexité est une ambiguïté? Bien, c'est l'éternelle question récurrente de la place de la puissance publique par rapport au marché. Elle est présente sur le marché et Altmark dit « Je n'accepte pas nécessairement de la banaliser, mais je constate, donc je n'accepte pas de la banaliser, elle échappe, dans certains cas, les obligations de service public échappent les compensations à la théorie des aides, mais en réalité, ce n'est pas, je n'accepte pas de la banaliser, c'est de dire, dans une circonstance normale de marché, eh bien, la situation de compensation des coûts de l'opérateur public d'intérêt général, pour résumer, est justifiée. C'est du normal. Et c'est ce qu'a dit le Conseil d'État dans certains arrêts de 2012, en faisant une synthèse et en disant l'entreprise qui a assumé les infrastructures en l'espèce, mais le raisonnement est tout à fait le même, et il est normal qu'elle soit dans cette situation de compensation de coûts. Et ça, c'est extrêmement important. Une dernière petite chose, peut-être plus franco-française, mais je ne pense pas, je pense que c'est valable évidemment pour les autres États. Il est intéressant de constater aussi que l'arrêt Altmark, même si on ne finit par ne pas l'appliquer, mais on finit par appliquer autre chose ou de refuser en motivant, nous conduit aussi à réfléchir entre le lien entre le service d'intérêt économique général et l'obligation de service public. Car un mauvais esprit, et je n'en suis pas, pourrait très bien dire, est-ce que c'est forcément la même chose ? Et d'ailleurs, vous avez bien observé que j'ai dit que j'étais dans le cadre de l'organisation d'un SIEG. Donc, exactement, qu'est-ce que c'est que l'obligation de service public? Et plus encore, qu'est-ce que c'est que l'obligation de service public qui mérite d'être compensée? Je peux voir un SIEG qui n'est pas d'obligation de service public à un sens fort, et alors, d'ailleurs, en droit français, on sait bien qu'il y a des activités d'intérêt général qui ne sont pas des services publics. Je peux avoir un SIEG qui a des obligations de service public, mais mon Dieu, elles n'ont pas à être compensées, je viole la situation normale de marché. Et troisième idée, ah ben oui,
Je peux avoir des obligations de service public qui certes peuvent bénéficier du test de proportionnalité de l'article 106, mais qui en réalité, c'est encore plus loin. La situation normale de marché fait que la compensation financière sur ressources publiques, sélectives, avantages, etc., il n'y a pas d'avantage, c'est l'affirmation d'une situation normale. Et d'une certaine façon, cet arbitrage me paraît, peut-être, je parle trop en théoricien, assez satisfaisant, et je vous remercie de votre attention.